Donc à l'imprimerie du Détroit, on est 15 salariés. Enfin, je dis 15 puisqu'on était 25 il y a encore peu de temps, mais on a eu des difficultés, on est passé à 15 salariés. On a un travail historique qui est, un métier historique qui est l'étiquette de boîte de conserve. C'est-à-dire qu'on imprime en gros volume des étiquettes pour des boîtes de conserve. On s'est diversifié dans les dernières années pour essayer de faire de la communication de manière plus large, toujours en assez grand volume. C'est-à-dire, on va dire, pour des brochures de 10 000 exemplaires à 50 000. C'est une entreprise familiale, je travaille avec mon frère, ma sœur et mon père. Donc sur le modèle actuel de l'imprimerie, l'objectif c'est de produire le maximum pour amortir les investissements qui sont faits. La politique c'est d'acheter des machines qui produisent très vite, qui produisent très bien effectivement, mais qui coûtent assez cher. Le fonctionnement actuel qui est donc du coup un bénéfice basé sur le volume, pose quand même beaucoup de problèmes à l'utilisation et au management quotidien. La première des choses, c'est qu'on est très nombreux imprimeurs à devoir faire du volume. Donc on est tous sur le même fonctionnement, on a tous les mêmes machines, on a tous les mêmes charges. La seule chose qui va nous différencier chez le client, ça va être le prix. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se fait tous la guerre à celui qui va produire le plus vite, celui qui va produire le moins cher, celui qui va produire le mieux, entre guillemets. Résultat des courses, on est obligé en tant que chef d'entreprise, quand on est dans ce modèle économique-là, de réduire les charges, c'est-à-dire d'avoir le moins de personnel possible, de faire en sorte que chaque poste soit optimisé au maximum, c'est-à-dire que chaque personne qui travaille soit le plus opérationnel possible. Résultat des courses, en tant que chef d'entreprise, il arrive assez souvent que je mette, bien que ce ne soit pas volontaire, que je mette mes salariés sous pression et que je les oblige à faire des choses qui me paraissent manquer de sens, en l'occurrence. La pression, on ne décide pas spécialement de la maintenir. On la reçoit de toutes parts. On la reçoit de la part des fournisseurs, on la reçoit de la part des banquiers, on la reçoit de la part de beaucoup de parties prenantes qui sont autour de l'entreprise. Je me suis posé la question, est-ce qu'il serait possible d'envisager le métier d'imprimeur différemment? Dans un premier temps, j'ai fait un travail avec le Centre des jeunes dirigeants de la Côte d'Opale pour travailler sur la stratégie, en me disant, est-ce qu'il y a un moyen de décaler mon offre et de pouvoir sortir, entre guillemets, de la masse des imprimeurs locaux qui font tous la même chose. Très très vite, un des membres du CJD nous a parlé de l'économie de la fonctionnalité. On a donc rejoint le groupe de travail économie de la fonctionnalité au réseau Alliance et on a commencé à travailler sur une autre stratégie. À partir du moment où on essaye de regarder les choses différemment, du moins sous le prisme de l'économie de la fonctionnalité, la première question qu'on va se poser, c'est de dire à quoi sert mon produit? Et c'est pas la réponse qu'on va apporter, c'est pas forcément à quoi il sert du point de vue de l'imprimeur, c'est comment le client, comment l'utilisateur final se l'approprie, qu'est-ce qu'il attend, comment il l'utilise. On s'est vite rendu compte que nos clients consommaient des quantités assez élevées de produits imprimés, non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce qu'on les poussait à prendre de la quantité. Le modèle économique de l'imprimerie fait que plus vous commandez de volume, moins c'est cher. On a donc travaillé là-dessus. Je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour que les produits que je livre à mes clients ne finissent pas dans leur placard. Donc à partir du moment où on a commencé à réfléchir l'offre de manière différente, il a fallu très très vite abandonner les schémas habituels. Quand on réfléchit non plus sur la vente d'un produit mais sur son usage, on va avoir un rapport aux ressources qui est complètement différent. Ne serait-ce que par exemple pour les machines qu'on achète. Jusqu'à maintenant, notre réflexion c'était de dire on achète des grosses machines qui produisent le plus possible. Là, on est vraiment en train de faire machine arrière en disant on va prendre les machines finalement les plus petites possibles
pour qu'elle soit capable de produire très peu de quantité, assez vite et de manière simultanée. Le fait d'utiliser beaucoup de papier, de toute façon c'est obligatoire dans le modèle industriel, le fait d'utiliser beaucoup de papier, imprime vert ou pas imprime vert, les impacts sur les ressources sont non négligeables. Même si on nous dit, voilà, ce sont des forêts qui sont gérées durablement, voilà, on est quand même tout le temps en train de consommer beaucoup de ressources, beaucoup d'eau, beaucoup de métaux. Le simple fait de dire, je suis capable dans mon nouveau modèle de réduire ça de moitié, c'est une vraie fierté environnementale, entre guillemets, sur l'impact qu'on va avoir, nous, sur l'écologie. Si on est dans une offre un modèle de l'économie de la fonctionnalité, ou dans le nouveau modèle qu'on a imaginé, le volume ne fait plus du tout partie de ce qu'on va mesurer. On va mesurer le service rendu, on va mesurer le fait de livrer le client au bon moment, mais sur des très petites quantités. Ça crée, pour les salariés, un vrai manque de repères. Au départ, ils peuvent imaginer que finalement ils ne vont plus servir à rien. S'ils ne produisent plus de quantité, s'ils ne produisent plus l'efficacité qu'on leur demande avant, pour eux, la première réflexion, c'est de dire bah, je ne sers plus à rien, tu vas me licencier. Il a fallu recentrer très vite le discours avec eux pour leur dire voilà, non, tu as un savoir-faire dont j'ai encore besoin, mais qu'on va utiliser différemment. Ça veut dire l'utiliser différemment, le mesurer différemment, le développer certainement différemment, et certainement le compléter avec d'autres formations qui n'étaient pas envisagées jusqu'à maintenant. Un des problèmes est que nos fournisseurs de papier, nos fournisseurs de machines, nos fournisseurs d'encre ont eux une offre basée sur le volume. On est donc en totale rupture avec le discours qu'on tenait avant et que nos fournisseurs offrent. On essaye donc de travailler de travailler en collaboration avec eux pour essayer de trouver des nouveaux modèles de contractualisation qui nous permettent de maintenir des prix intéressants, moins basés sur le volume de produits vendus, mais plus sur l'utilisation qu'on va en avoir. Si on veut partir dans le test d'un nouveau modèle économique, il y aura plusieurs choses à faire. La première, c'est d'essayer de ne pas se mentir à soi-même quand on va chercher. On ne trouvera pas tout de suite la richesse ou on va dire l'abondance ou le modèle magique. C'est d'abord de se dire, voilà, de réfléchir en se disant quelles sont les limites actuelles et comment je peux y répondre. Si on est franc par rapport à ça, le premier pas sera déjà franchi. D'autres points qui sont nécessaires de prendre en compte quand on veut approcher les nouveaux modèles économiques, c'est d'essayer de ne pas le faire seul. En fait, on s'aperçoit vite qu'on a nos propres modèles de pensée et qu'on a énormément de mal à s'en sortir. Les premières fois où je me suis penché sur le modèle économique, je revenais toujours à la même question, c'était prix, volume. Il m'a fallu plus de 7-8 mois pour me sortir de ce système-là. Le fait d'être accompagné par les gens du réseau Alliance ou par le CJD permet de discuter de ces points-là et de s'ouvrir au maximum l'esprit, de ne pas rester enfermé dans ces carcans. C'est beaucoup plus gratifiant de se dire je vais faire quelque chose de bien plutôt que de se dire comment je fais pour réduire le mal que je fais. La différence, elle se trouve là.